je me présente, je m'appelle Mélanie Desrosiers, je suis écotoxicologue au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ce dont je vais vous parler dans cette capsule, c'est de quelques études de suivi de l'accident ferroviaire qui a eu lieu à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013. Je vais surtout mettre l'accent sur le suivi des contaminants d'intérêt émergents, tels que les PFAS, donc les substances per- et polyfluoroalkylées, qui sont présentes dans les émulsifiants qui servent à produire les mousses instinctrices pour les feux d'hydrocarbures. Vous pouvez d'ailleurs prendre la mesure de l'ampleur de l'incendie d'hydrocarbures qui a eu lieu lors du déraillement de train. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel des événements. Donc ici, vous avez le modèle d'écoulement du pétrole au moment de l'accident et par le fait même des mousses instinctrices. Donc les flèches oranges indiquent l'écoulement du pétrole enflammé vers Lac-Mégantic, alors que les flèches rouges indiquent plutôt le chemin de ce même pétrole qui a été repoussé vers la rive, vers la berge, par le vent. En effet, le lac a été assez peu touché par le pétrole et les mousses grâce aux conditions météorologiques qui étaient en vigueur au moment de l'accident. Par contre, les égouts pluviaux qu'on voit ici en jaune représentent la principale voie de contamination, entre autres de la rivière Chaudière, que l'on peut voir dans le coin inférieur droit de l'image. La rivière Chaudière a ainsi été l'écosystème aquatique le plus impacté par l'accident et elle a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs études de caractérisation entre 2013 et principalement 2013 et 2016. Par contre, aujourd'hui, je vais aborder uniquement la question des PFAS. Maintenant, quelques chiffres sur les presque 8 millions de litres de pétrole qui étaient transportés par le train. On voit sur cette diapositive qu'il y en a près de 6 millions qui ont été déversés dans l'environnement. Et de cette quantité, il y a une portion un peu plus faible qui a atteint la rivière Chaudière, qui est estimée autour de 100 000 litres. Les mousses instinctrices ont également touché la rivière Chaudière. Ici, vous pouvez justement voir un des points de rejet d'un des égouts pluviaux que je vous ai montré là, au début de la présentation. Ce qu'on voit en arrière-plan, c'est la rivière Chaudière, donc au moment où les mousses ont été utilisées pour éteindre l'incendie. Afin d'éteindre un incendie d'hydrocarbures, l'émulsifiant qui contient les PFAS va être mélangé à de l'eau afin de former une mousse, comme vous pouvez le voir là, sur la diapositive. À Lac-Mégantic, c'est autour de 33 000 litres d'émulsifiants qui ont été utilisés en continu pendant une vingtaine d'heures pour éteindre complètement l'incendie. Il s'agit, à ma connaissance, de l'utilisation la plus importante de ce type de produit-là lors d'un accident sur le territoire du Québec. Il était donc tout à fait justifié d'aller valider la présence de ces substances, donc des PFAS, dans la rivière, mais également dans les sols de Lac-Mégantic pour évaluer jusqu'à quel point ils étaient présents. Afin de mieux comprendre aussi la complexité du site, je vais vous donner quelques caractéristiques de la rivière Chaudière comme telle. Donc, sur cette figure, on voit que Lac-Mégantic, en fait, est en bas complètement de la figure, près de la frontière américaine. Et la rivière Chaudière part donc du lac vers le fleuve Saint-Laurent, donc 185 km plus loin, face à la ville de Québec. Il s'agit d'un bassin versant de près de presque 7000 km², avec une occupation du territoire essentiellement forestière au début et agricole par la suite et finalement urbaine rendue au fleuve Saint-Laurent. On fait noter aussi, c'est la présence d'un débit pouvant aller de 5 mètres cubes par seconde jusqu'à 2000 en crue. Donc vraiment une variation importante. Et un fait intéressant à noter aussi, c'est la présence de plusieurs barrages. Le premier est à Lac-Mégantic. Il y en a un second à 85 km à Saint-Georges-de-Beauce qui a été fermé au moment de l'accident. Donc, les études dont je vais vous faire part aujourd'hui sont surtout localisées dans le premier tronçon de la rivière, donc dans le premier 85 km. La première étude dont je vais vous parler a été faite en collaboration avec les universités de Montréal, de McGill et de Bordeaux en France. Les résultats sont également, se retrouvent dans cet article scientifique, mais sont également disponibles dans un rapport du ministère dont vous trouverez la référence à la fin de la présentation.
Donc, cette première étude porte sur la présence des PFAS dans les sédiments et les poissons de la rivière Chaudière. Les échantillons qui ont servi à cette étude ont été prélevés à 6 sites, donc allant du point kilométrique, donc de la distance à partir de l'accident, de 0,6, donc de 600 mètres jusqu'à 92 km. Donc, ça représente la distance à l'accident. Si on regarde dans un premier temps les concentrations de sédiments pour différents PFAS, dont le classique PFOS, le PFOS, qui est détecté dans 100% des échantillons, c'est l'avant-dernier sur la figure. On les retrouve, ils sont détectés, mais par contre, en revanche, veuillez noter la très faible concentration qu'on mesure dans les sédiments avec une sommation moyenne des PFAS inférieure à 0,1 nanogramme par gramme de poids sec. De plus, les concentrations de PFAS individuelles sont à peine au-dessus des limites de détection. Donc, la présence de PFAS dans les sédiments prélevés 1 an après l'accident, on parle d'échantillons de 2014 ici, est pratiquement négligeable et peut être considéré comme un bruit de fond ambiant. Maintenant, si on regarde nos petits poissons, donc nos meuniers noirs, donc des poissons de plus de 30 cm de long, on a pu échantillonner un certain nombre, on a pu analyser, un certain nombre de poissons qui avaient été 8 en fait, pour être plus précis, 8 poissons qui ont été échantillonnés avant l'accident, donc qui attendaient gentiment dans le congélateur, dans nos congélateurs et qu'on a pu utiliser comme témoins. Pour ce qui est de l'accident, il y a eu 4 échantillonnages en 2013, donc en juillet, août, septembre et octobre, ainsi que 2 échantillonnages en 2014. Donc, on va regarder les résultats de ces différents échantillonnages-là. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est les résultats des PFAS plus classiques, dont le PFOS, l'avant-dernier sur le graphique. Et ce qui est surtout notable dans ce cas-là, c'est l'absence de différence entre les 3 années. Donc, le 2011 en gris, 2013 en orangé et 2014 en jaune. On voit même des fois que les échantillons de 2011 semblent un peu plus élevés. Ça permet de conclure, en fait, que un peu comme pour les sédiments, il s'agit majoritairement d'un bruit de fond régional et non d'une contamination qui est ponctuelle ou liée à l'accident, en fait. On peut d'ailleurs comparer les concentrations de PFOS, donc de PFOS, de cette étude avec d'autres études. Donc, nous, on est à gauche du graphique. Le résultat de notre étude indique une faible concentration de l'ordre d'1,2 nanogramme par gramme de poids frais de poisson. Cette valeur, comme vous pouvez voir sur la figure, est nettement inférieure à la concentration qu'on retrouve dans des poissons prélevés, par exemple, dans le lac Ontario, dans le lac des Deux-Montagnes ou dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de l'île Verte. Il est également intéressant de noter ici que les recommandations fédérales du gouvernement fédéral étaient d'enlever les PFOS des émulsifiants à partir de mai 2013, donc 2 mois avant l'accident de lac Mégantic. Donc, les résultats qu'on obtient nous amènent à conclure que les produits utilisés à lac Mégantic, finalement, ne contenaient probablement pas de PFOS, sinon on en aurait vu des concentrations un petit peu plus importantes. Par contre, on a peut-être vu des nouvelles substances, des produits de remplacement, comme on dit. C'est ce qu'on voit ici, c'est l'apparition donc de nouveaux PFAS de la famille des bétaines, qui sont complètement absents dans les poissons prélevés en 2011. On les retrouve dans des concentrations allant jusqu'à 4 nanogrammes par gramme de poids frais dans les poissons de 2013 et les concentrations réduisent considérablement en 2014. Ces composés-là sont reconnus pour se dégrader beaucoup plus rapidement dans l'environnement que les anciens PFOS, ce qui semble se vérifier en fait ici. Donc, ils se dégradent plus rapidement, mais ils sont métabolisés par les poissons, ce qui fait qu'on ne les retrouve pas dans la chair un an après l'accident. Maintenant, je vais vous présenter quelques résultats concernant la présence des PFAS dans les sols de la ville de Mégantic qui ont été obtenus en collaboration, encore une fois, avec les universités de Montréal et de McGill. Donc, ce qu'on voit ici essentiellement à gauche, ce sont les concentrations cumulatives
des PFAS dans les sols qui sont élevés, là, qui vont jusqu'à presque 5000 nanogrammes par gramme dans les échantillons qui ont été prélevés avant qu'ils soient excavés dans le cadre de la réhabilitation du site. Donc, des échantillons qui ont été les plus élevés ont été échantillonnés dans une zone où il y a eu de la mousse. On savait qu'il y avait un risque de contamination des sols. Et donc, c'est comme le témoin positif, si on veut, donc tout de suite après l'accident. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'en 2015, les PFAS avaient pratiquement disparu des sols, même si le plan de réhabilitation n'était pas encore totalement complété. Il restait un petit peu d'excavation à faire au moment du prélèvement des échantillons, mais quand même, dans l'ensemble, on voit qu'il n'y a pratiquement plus rien. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est une diminution très importante aussi des concentrations dans les sols prélevés dans des biopiles qui avaient été mises en place pour le traitement des hydrocarbures pétroliers. Donc, on voit quand même, comme pour les poissons, une diminution importante des concentrations. Par contre, comme pour les poissons, on voit apparaître des nouvelles substances, des PFAS émergents tels que les sulfonates, les sulfonamides bétaines et les bétaines. Donc, si on conclut sur ces deux présentations-là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la présence, c'est ce qu'on note en fait après l'accident, c'est que la présence une faible présence en fait des concentrations de PFAS dans les sédiments de la rivière Chaudière. On va voir ce qui ressemble à être un bruit de fond ambiant des PFAS plus classiques, autant dans les poissons que dans les... oui, c'est ça, dans les poissons, pardon. Donc, et des concentrations relativement faibles. On voit apparaître des PFAS émergents dans les poissons et les sols au moment de l'accident, suivi d'une diminution des concentrations qui est très rapide, donc dès l'année suivante. La présence aussi des PFAS utilisés pour éteindre l'incendie d'hydrocarbures dans les sols ainsi que la rivière Chaudière a été de courte durée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils se sont vite dégradés dans l'environnement et déjà l'année suivante, on les voyait presque plus et 2 ans plus tard dans les sols également. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Dans la prochaine diapo, vous allez avoir les références si vous avez envie d'approfondir un petit peu le sujet. Je vous remercie de votre attention.